Bonjour, je m'appelle Sébastien Kessler. Je suis une personne en situation de handicap qui travaille dans le premier marché de l'emploi. Je me présenterai davantage tout à l'heure. Je ne vais pas présenter des transparents, mais vous aurez ceci en fichier. J'ai trouvé plus inclusif de finalement faire que à la voix. Dans ces transparents, vous aurez des références, des documents, des articles et des sites web, des vidéos aussi. Comme quoi, finalement, le leadership inclusif n'est pas quelque chose de très nouveau. Par exemple, les TED Talks, on peut voir des vidéos qui remontent à 6-7 années, même si ces 2 dernières années, cela s'est développé. Les références sont en plusieurs langues, notamment principalement en anglais, vu la prédominance de cette question dans le management. L'accessibilité vous permettra de cliquer et d'avoir la plupart des documents sans vous déplacer. Ils sont disponibles sur Internet, sinon à travers les sites web de bibliothèques. Et vous aurez aussi mes coordonnées. Je suis malheureusement à ce stade pas encore complètement certain de pouvoir être présent pour des questions le 17 novembre, compte tenu que je suis pris pour une formation auprès d'un client. Le contexte qui m'intéresse donc, c'est celui du milieu ordinaire de l'emploi, l'employabilité dans le premier marché du travail, par opposition au deuxième marché. Mon contexte s'inscrit aussi dans un projet national qui est réalisé avec trois partenaires, en l'occurrence ma société IDGEO, ID-GEO, G majuscule, et les associations Impulse et Sensability qui sont en Suisse allemande. Ce projet est de réaliser, de monter et de donner des formations, un programme de formation sous forme de séminaires plutôt courts, des séminaires différents, complémentaires, qui forment un corpus cohérent et dont un des séminaires était justement celui sur le leadership inclusif, pour lequel j'ai participé mais que je n'ai pas donné. La caractéristique aussi de ces formations, c'est que c'est des personnes en situation de handicap qui sont formateurs, qui sont expertes, qui viennent du monde de l'emploi, qui sont compétentes, qui ont un vécu aussi et qui se complètent puisqu'on essaye de faire des séminaires avec plusieurs personnes, donc plusieurs déficiences, des âges, des genres, des expériences professionnelles différentes. On voit bien que cela se prête finalement au management. Mes propos n'engagent que moi aujourd'hui, même si évidemment ils se nourrissent sur cette expérience liée aux formations. Et mon objectif aujourd'hui, en l'état de mes connaissances, c'est de me poser la question, est-ce que le handicap est concerné par le leadership inclusif? Et inversement, est-ce que les personnes en situation de handicap peuvent amener quelque chose au développement du leadership inclusif, sous-entendu comme un bon outil? Alors, qui suis-je? Je l'ai déjà dit, je suis une personne en situation de handicap, en fauteuil roulant en l'occurrence, donc quelque chose qui est visible et je crois que cela a son importance dans la présence qu'il fait. On voit, je n'ai pas le choix, et parfois aussi dans le rapport que l'on a dans les relations avec les autres. Je suis plutôt trop bas, même si selon le fauteuil roulant que j'utilise, je suis plus ou moins haut. Et puis l'inclusion, il faut des fois simplifier la chose. C'est simplement dans un bureau, le positionnement, le déplacement, le mobilier, les espaces communs que l'on va utiliser, c'est se rendre à une cafétéria, à une salle de réunion. C'est parfois aussi basique et simple que ça. Je suis aussi un homme dans une société patriarcale et il y a une forme d'ambivalence puisque je représente aussi une personne handicapée qui est parfois considérée comme faible, peu performante, vulnérable, invalide. Et cela au sein d'une société, notre société juridique aussi, qui est fondée sur un pouvoir, une autorité par et pour les hommes. Et il y a là, bien sûr, une ambivalence, mais aussi une discrimination que j'ai pu parfois ressentir. Parfois, il valait mieux être un homme en fauteuil roulant plutôt qu'une femme valide. Les discriminations, on en subit toutes, certes. Est-ce qu'il faut que je mette sur mon curriculum vitae que je suis en situation de handicap? Parfois, ça peut être plutôt un avantage.
J'ai développé des compétences comme militant dans des associations. Je connais les processus démocratiques. Je me suis confronté aux médias pour défendre des idées. Je suis entrepreneur, c'est lié en lien avec le handicap, mais aussi avec d'autres compétences en architecture, en transport, en recherche de mandat. Je suis par ailleurs élu parlementaire à la ville de Lausanne. J'adhère à des causes et ma présence aussi en lien avec le fauteuil roulant et le handicap fait qu'on peut développer des thématiques. Et puis, j'ai aussi développé des compétences comme aujourd'hui en formation ou en conférencier, que ce soit dans des domaines liés au handicap ou pas du tout, ou moyennement comme la sexualité ou l'égalité des droits. Est-ce que je mets tout ça en avant? Est-ce que j'explique et comment, cas échéant, que quelque part je suis plus compétent grâce ou à cause de mon handicap? Alors ça me paraissait important de me présenter puisqu'il y a des liens à faire entre handicap et leadership inclusif. Déjà, l'inclusion. Évidemment, cela m'inquiète, cela me concerne comme personne en situation de handicap et je soutiens activement l'inclusion. La définition, on y reviendra, mais c'est en fait tout ce qui est en dehors de moi. C'est l'environnement et donc le leader que j'ai en face de moi. Parce que quelque part, un moyen leader, il est déjà ou il devrait être inclusif par définition, car il ne devrait pas s'intéresser que à lui-même. Et il y a des dimensions dans le leadership qui, moi, m'intéressent, sans faire trop de théorie, c'est par exemple l'authenticité. Je pense qu'un mauvais leader ou une mauvaise gestion d'équipe, quelque part, ne sera pas authentique pour soi-même, pour le leader ou avec les autres. Et que la meilleure manière de mal faire, c'est de vouloir être quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on n'est pas. On adhérera certainement dans une équipe davantage à suivre quelqu'un ou à des concepts si on perçoit l'authenticité. On peut être d'accord ou pas, mais c'est difficile, voire impossible, d'être d'accord si dès le départ, à la base, on pense que l'autre n'est pas authentique. Et il y a un lien ici à faire avec le handicap, on n'a pas le choix. En tout cas pour moi, je n'ai pas le choix et en plus cela se voit. Je suis dépendant, peut-être je dois demander de l'aide à mes collègues, je ne peux pas tricher. Et donc, ce qui me reste quelque part, ce qui me valorise comme individu mais aussi comme employé, c'est d'être moi, c'est d'être authentique, c'est d'avoir cette mise à nu honnête qui, je pense, peut être utile à d'autres personnes. C'est aussi l'authenticité utilisée de sa personne. Finalement, la personne en situation de handicap sera un exemple d'authenticité. Et ça peut faire tache d'huile. Pas un exemple en termes d'exemplarité, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais au sens très concret. Faire de ce que l'on est, de qui on est, quelque chose qui est dans la diversité une compétence. Peut-être concurrentielle, peut-être économique. C'est avoir l'intelligence de faire son propre SWOT, si vous connaissez ce terme en anglais dans le milieu du management, ou FFOM en français, qui est un outil simple pour sortir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Comme personne en situation de handicap, finalement, on n'a pas le choix, on est un peu obligé de réaliser que l'on a aussi des forces et des opportunités et on doit aller contre une forme de culture sociale qui ramène le handicap à quelque chose de plutôt menaçant ou faible. Je pense qu'un bon leader et une bonne gestion d'équipe, c'est finalement la réalisation qu'on n'a pas tout dans la même personne, qu'on n'a pas que des avantages, mais aussi des faiblesses, des défauts. Et c'est donc connaître l'équipe, mais aussi soi-même, et laisser place à la diversité des forces et des opportunités, et parfois mettre en avant certaines et en retrait d'autres. Et pour cela, je pense que la personne en situation de handicap est finalement un bon exemple pour l'ensemble des équipes. Alors, on a déjà commencé, mais je voudrais repositionner un tout petit peu le contexte, à savoir que le deuxième marché, ce n'est pas celui qui nous intéresse aujourd'hui, mais le premier marché du travail.
où il y a des employeurs, des organisations qui sont privées ou publiques, des entreprises privées qui peuvent être grandes ou moyennes, parfois familiales, et tout cela dans un contexte néolibéral en Suisse, du marché au nom de la liberté de l'individu et du développement économique. La responsabilité individuelle est extrêmement importante, la régulation doit être faible, le marché doit être compétitif, il l'est, il doit être global, il l'est, et la logique dominante, c'est celle de l'économie de croissance. Et ce marché économique, c'est finalement le reflet du marché de l'emploi et vice-versa. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a une place pour ceux et celles considérés comme pas assez en forme, ou pas assez formés, ou pas assez informés, qui sont pas solides mentalement ou physiquement, qui sont peut-être pas assez agressifs, qui sont trop vieux, ou trop jeunes, trop étrangers, ou trop handicapés, ou trop mères, qu'elles soient potentielles ou avérées. Je paraphrase ici une référence que je vous donnerai. Une des réponses, ça pourrait être de dire on va attendre le plein emploi, puis finalement, on va engager des personnes qui seront, par exemple, handicapées. On voit aussi ce que c'est un leurre, même lorsque le chômage est très faible, ça ne change pas vraiment grand-chose. Et encore, il faudrait se mettre d'accord sur une vraie manière de compter le taux de chômage. Une autre solution, ça peut être finalement l'utilisation du leadership inclusif qui sera utile pas seulement pour les personnes précitées, mais pour tout le monde. Et bien entendu, sans même faire du leadership inclusif, on doit intégrer déjà, et ça a toujours été le cas, des personnes par exemple qui sont différentes par rapport à leur âge. Les baby boomers n'ont pas les mêmes objectifs, par exemple en termes de sécurité dans le monde du travail, que la génération Y qui recherche davantage de liberté et de flexibilité. Ma thèse, c'est de dire que pour le premier marché de l'emploi, le leadership inclusif est bon à prendre, d'une part dans ce système socio-économique, même s'il n'est pas idéal, qu'il est utile pour tous les employés a priori, et qu'il est également de fait utile aux personnes en situation de handicap. Et je peux vous proposer 3 étapes qui sont conceptuelles, mais qui sont aussi peut-être une forme de petite méthodologie personnelle. La première étape, ce serait de comprendre qu'il est utile économiquement, qu'il est utile à l'économie, finalement, ces outils de leadership inclusif. On va entretenir quelque part le système actuel en attendant d'avoir peut-être un système meilleur. La deuxième étape, c'est voir en quoi il est utile pour tout le monde. C'est pas introduire des personnes diverses avec une discrimination positive, mais c'est finalement introduire des concepts, modifier des pratiques de gestion d'équipe et monitorer les effets positifs. Et puis ensuite, troisième étape, c'est de se dire que finalement, au vu des outils introduits, il y a des effets sous-entendus positifs, on l'espère, et que finalement, l'étape supplémentaire d'engager une personne en situation de handicap, ce n'est finalement pas grand-chose. Au pire, c'est un petit plus qui peut être aussi parfois une forme de marketing et de communication. Attention à ne pas faire de l'handiwashing. Évidemment, il y a des pièges. On pourrait s'arrêter à l'étape 2 puis se dire que finalement, on n'a pas besoin d'engager encore d'autres personnes différentes. On pourrait subir le fait que la société n'évolue pas assez rapidement et que les mentalités sont trop fortes et que le handicap est toujours vu comme quelque chose de faible, de coûteux, de sous-performant. Et puis on pourrait aussi se faire voler la place, la vedette, si vous me permettez cette expression, finalement admettre que parfois il y a des modes et des envies de mettre en avant plusieurs minorités au détriment d'autres minorités. Évidemment, il ne faut pas opposer des groupes, des populations, cela va complètement à l'encontre de mes valeurs, mais aussi du simple fait de l'inclusion. Alors, 2 commentaires, et justement le premier par rapport à l'inclusion, c'est celui de faire le lien avec la diversité. Pour moi, l'inclusion, c'est ne pas se pencher justement sur une population spécifique, ne pas mettre le focus sur celle-ci, mais plutôt sur l'environnement. Évidemment, l'exemple le plus connu, c'est celui de l'école inclusive.
c'est ne pas exclure d'emblée, c'est ne pas marginaliser, c'est donc la liberté et la solidarité, tout en acceptant qu'il peut y avoir des mesures d'accompagnement, des mesures spécifiques. C'est l'égalité des droits, les mesures viennent ensuite. Et la diversité, en management, c'est un concept qui est plutôt positif, en tout cas dans notre contexte, il est valorisé. La diversité valorise la différence des collaborateurs, elle existe, elle est recherchée, on en est conscient, on reconnaît ces différences, on ne cherche pas à homogénéiser, on cherche des approches différenciées et ces approches différenciées donnent des outils qui continuent à valoriser les exceptions qui deviennent en fait la règle. C'est difficile, impossible peut-être de tendre vers de la diversité si on refuse l'inclusion. Mais il faut bien voir que c'est des concepts qui sont séparés l'un de l'autre. L'inverse peut-être a aussi existé dans les sociétés, on peut imaginer américaines par exemple, où finalement ce n'est pas d'abord l'inclusion qui a été mise en avant, mais plutôt la diversité. Pensez à des multinationales qui ont été chercher des compétences ailleurs, des personnes qui venaient avec leur culture, leur manière de travailler, mais avec des compétences utiles à l'entreprise. C'est finalement d'abord la diversité qui a fait se questionner la société, comment favoriser davantage d'inclusion, c'est-à-dire améliorer l'environnement. Clairement, il y a un lien fort entre le leadership inclusif et la diversité, mais je pense qu'il faut conceptuellement faire la différence. Et en tant que personne handicapée, on doit avoir à cœur de ne pas développer ou de ne pas laisser résumer l'inclusion à simplement la diversité des employés. Et puis le monde du travail, il faut le rappeler, il est très fait d'étapes différentes. On a la formation continue, le recrutement, que ce soit du point de vue de l'employeur ou du futur employé, le travail qui évolue avec les envies, l'âge, la santé, les promotions, les collaborateurs qui viennent et qui partent. Il y aurait beaucoup à détailler pour chacune de ces étapes. Le recrutement, par exemple, et comment faire un recrutement dans une vision inclusive. Alors, c'est quoi le leadership inclusif? C'est évidemment pas le but ici d'enseigner des notions théoriques sur le leadership, sur l'inclusion ou sur le leadership inclusif. On n'a pas le temps et vous trouverez des documents pour cela en référence. Mais quelques remarques quand même et quelques principes que je vais quand même mentionner. Il y a de très nombreux, évidemment, modèles de leadership, participatif, transformationnel, holistique. Le leadership inclusif n'a rien à voir avec d'autres, même si évidemment il y a des liens et des copier-coller parfois qui se font les uns avec les autres. Chacun croit être le meilleur, la solution. Et puis, par rapport à notre formation, c'est bien et plus utile de réaliser ce travail en fait de compréhension du leadership inclusif de manière introspective ou en suivant une formation. Et je vous invite à aller regarder le projet inclusiveleadership.eu où vous avez par exemple un simple site internet qui vous fait un quick check de si vous êtes ou pas inclusif. Le projet a été financé par 3 partenaires de 3 pays dans le cadre du programme européen Erasmus. Alors, je disais que j'allais quand même résumer quelques principes de leadership inclusif. En fait, en regardant la littérature, vous avez parfois 3, 5, 6, 7 ou 10 principes. Le site que j'ai mentionné tout à l'heure décrit les leaders inclusifs, comme ceux qui adoptent une approche qui apprécie la diversité, invite et salue la contribution individuelle de chacun et encourage totalement l'engagement dans les processus de prise de décision. On parle dans ce cadre-là de 4 domaines qui sont développés dans l'approche du leadership inclusif. C'est pratiquer la conscience de soi, c'est vivre une vision partagée, c'est construire des relations, c'est créer le changement. Dans un chapitre d'un ouvrage aussi référencé de 2020, autour de l'école inclusive, il y a eu beaucoup de littérature
autour de l'école inclusive et du leadership inclusif, donc, on mentionne 10 points, et je vous en lis quelques-uns. Définir une vision claire et audacieuse de l'inclusion totale. S'engager dans une planification et une mise en œuvre collaborative avec son personnel. Fixer des objectifs basés sur la vision. Réaligner la structure de l'école et du personnel. Transformer les pratiques en classe. Suivre, ajuster et célébrer. On trouve aussi des modèles auprès de très nombreuses sociétés, anglo-saxonnes plutôt, qui ont intégré plus tôt que d'autres la notion de diversité, comme par exemple Google, Salesforce, McDonald's ou Procter Gamble. Et puis aussi beaucoup de bureaux de conseil, d'agences de conseil, de boîtes de consulting, on dirait, comme par exemple l'anglais Deloitte, qui, c'est intéressant, développent des modèles, mais qui sont aussi censés les accompagner, les appliquer auprès des clients. Pas toujours le cas. Alors Deloitte mentionne des traits, 6, qui forment une signature du leadership inclusif. Il parle d'engagement, de courage, de conscience des préjugés, de curiosité, d'intelligence culturelle, de collaboration. Puis au-delà des modèles, bien juste attenant, il y a des outils évidemment, comme par exemple celui qui s'appelle le Single and Inclusion Index du Center for Disability and Integration de l'Université de Saint-Gall, qui développe des outils avec notamment une société privée. Et là, on a des aspects d'égalité d'échange, de diversité des perspectives, d'authenticité, d'appartenance. À noter qu'il y a des différences assez significatives, je trouve, entre la Suisse romande et la Suisse allemande, peut-être aussi comme pour le handicap. Et puis, si je devais résumer ici les modèles que j'ai pu parcourir, il y a quelques notions ou traits que l'on retrouve souvent. La diversité, c'est-à-dire l'hétérogénéité, l'égalité, le changement, donc l'adaptation, le courage, par exemple du recruteur de poser une question, ou bien de l'employé d'exprimer des besoins, parfois spéciaux, parce que particuliers, et les relations, donc la collaboration. Et si on résume ces points de diversité, égalité, changement, courage et relations, je crois qu'on est évidemment dans le domaine du handicap aussi. Alors comment est-ce qu'on y arrive au développement d'une culture du leadership inclusif? Par exemple, on peut y arriver de la manière un peu forte, à travers des quotas. C'est pas la culture suisse et c'est parfois contre-productif, notamment dans la question du handicap. On a de la peine et on ira parfois, pour répondre à des quotas, chercher l'employé que l'on pourra taguer comme handicapé. Et parfois, c'est même pas désiré par la communauté des personnes handicapées parce que finalement, avouons que c'est complètement à l'opposé de l'inclusion que de taguer une personne par rapport à une autre. Une manière plus douce, c'est de faire des programmes, des projets en partenariat, de réinsertion dans le premier marché de l'emploi. C'est très bien, bien sûr. Ça répond à une partie de la question. Mais ça peut aussi être tout simplement la manière douce, par hasard, de la présence de quelqu'un qui transforme le système de l'intérieur. Je me rappelle au gymnase, l'enseignant principal était très opposé à ce qu'un élève handicapé arrive, comme peut-être un employé vis-à-vis de son chef, mais finalement, après 3 ans, il a vu que finalement, ça ne posait pas plus de problèmes que cela. Une autre manière d'y répondre, finalement, au développement de la culture du leadership inclusif, c'est simplement de faire des formations. Celles de IDGO, Sensibility et Impulse ne sont pas terminées. Mais pourquoi c'est une bonne manière de faire? Certainement parce que la gestion, le leadership, l'inclusion, on peut y être plus ou moins sensible et finalement le porter déjà soi-même, mais surtout ça s'exerce et cela s'apprend. Et la formation, c'est un bon moyen d'échanger, de tester, de se tromper, d'être confronté aux regards et aux opinions des autres, d'utiliser les outils donnés. On en a créé plusieurs pour la formation décrite,
mais aussi peut-être de mettre en place des outils, par exemple durant une formation, de co-créer des outils pour finalement favoriser l'inclusion, de l'opérationnaliser. Et surtout, c'est intéressant par rapport au handicap d'avoir des personnes qui inversent la logique parce que c'est elles qui deviennent donc les formateurs, les accompagnants, celles qui sont au centre de la transmission du savoir, celles qui, par leur expérience professionnelle, mais aussi leur savoir expérientiel autour du handicap, sont la plus-value pour l'entreprise. Puis la formation, il faut le rappeler, c'est des temps différents, c'est des lectures, c'est des introspections, c'est du présentiel ou pas, c'est des examens peut-être. Et cela est nécessaire pour changer quelque chose comme une culture. D'ailleurs, les formations que l'on offre, elles s'appellent Impulsion A. On n'a pas la prétention de vouloir en une formation tout changer. C'est quelque chose qui doit être mis en mouvement. J'arrive à la conclusion en 4 points. Le handicap, c'est le premier point. Comme souvent, lorsqu'on s'intéresse à la question du handicap, ici, on s'intéresse au leadership et au management, en fait, c'est bien plus utile qu'à une ou deux personnes collaboratrices en situation de handicap. Un peu comme l'accessibilité universelle, c'est utile à bien davantage de monde qu'à seulement les personnes en situation de handicap. Et on peut très bien faire le parallèle entre l'accessibilité universelle, le leadership, c'est que finalement, l'accessibilité universelle, comme le leadership, ce ne sont pas des normes, ce sont un changement de culture, ce sont des principes que l'on va en profondeur modifier, et ça n'a rien à voir avec les outils qui pourraient être les normes. Ce sont des principes qui sont considérés en amont des normes. Le handicap, il faut faire avec. Évidemment, il faut intégrer les personnes en situation de handicap, bien sûr dans le monde de l'emploi, mais en particulier pour ces formations en management, si on veut traiter correctement ce sujet. Et puis, on l'a vu aussi, par exemple, avec le modèle saint-gallois, il y a aussi des personnes handicapées qui sont à la base des outils. C'est aussi important d'en tenir compte. Un petit mot sur le deuxième marché de l'emploi. Comme deuxième point de ma conclusion, le leadership inclusif est également évidemment utile dans le deuxième marché de l'emploi. D'ailleurs, on peut se poser la question si parfois les associations ou organisations pour personnes handicapées sont vraiment toujours des modèles d'employeurs inclusifs. Et on peut donc penser que le leadership inclusif ne concerne pas que finalement le premier marché de l'emploi. En passant, le deuxième marché de l'emploi doit être valorisé évidemment et pas opposé au premier marché, pardon. Il doit être mutuellement complémentaire. S'il fallait résumer le rôle du leadership inclusif, c'est finalement de créer un environnement pour employer et valoriser la diversité, en une phrase. C'est poser la question de quoi avez-vous besoin pour être productif? Et cette question, elle est à juste titre posée comme ça. C'est se centrer non pas sur la différence, mais sur les besoins. Mais c'est garder l'objectif principal de créer de la richesse, de produire au sein d'une équipe pour une entreprise. Enfin, sur la diversité, elle a toujours existé et certainement, elle va devoir être de plus en plus intégrée dans le management avec un leadership qui doit tenir compte du vieillissement de la population, de la santé qui évolue. Vous pouvez avoir un AVC à 40 ans et continuer d'être employé pendant encore 25 ans ou plus, avec le fait que les personnes développent des situations de handicap dans un monde globalisé avec évidemment des flux migratoires. Ne serait-ce que pour cela, la diversité, elle va se développer. Et il est faux de penser que la diversité, elle est seulement en lien avec les gens et les individus. On doit aussi voir la diversité des marchés, des clients, des idées, des talents ou des manières de gérer. Dans ce sens-là, même si les définitions et les modèles sont multiples du leadership inclusif, que les outils manquent en grande partie encore, je pense à des outils simples, que la culture en entreprise, elle est lente, c'est vrai, à transformer,
Je pense que les organisations qui adopteront des éléments du leadership inclusif, ce seront les plus compétitives dans un futur.